Ravie de pouvoir animer ce webinaire et visiblement vous êtes très nombreux à être intéressés par ces nouvelles recommandations sur la transmission par voie respiratoire et nous avons la chance, on la voulait déjà en guest star à la journée de Gruissant. Nous avons le docteur Sarah Romano-Bertrand avec nous, qui a donc été copilote de ces recommandations au sein de la SF2H. Et donc, nous allons pouvoir faire cette présentation à deux voix et c'est Sarah qui commencera sur tout le- l'origine scientifique, enfin voilà, tout le contexte et plus le côté théorique. Et puis, je ferai ensuite la présentation plus des recos directement. Et puis, on espère avoir un échange, bien sûr, avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Euh, nous pourrons, à la suite de la présentation, les discuter, les commenter. Si jamais nous n'avions pas le temps de tout faire, nous essaierions d'apporter une réponse, faire un petit peu une question-réponse à la suite de cette présentation, bien qu'il existe déjà une FAQ, une fois aux questions, hein, au sein de la SF2H. Bon, ben, sans plus attendre, Sarah, je vais te passer la parole, te laisser présenter ces recommandations et te présenter aussi avec tes missions au sein de la SF2H. Merci. Merci beaucoup Cécile. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter ces nouvelles recommandations. Donc, je suis Sarah Romano-Bertrand, je suis MCUPH en microbiologie et hygiène hospitalière au CHU et à l'Université de Montpellier. J'ai copiloté, comme le disait Cécile, ce gros travail qui a duré presque 2 ans pour aboutir donc, à ces nouvelles recommandations. Et donc, effectivement, je vais vous présenter un petit peu les aspects théoriques et la philosophie qu'on a choisi d'utiliser pour ensuite se prononcer sur ces nouvelles recommandations. Cécile, si tu veux passer la diapo suivante. Donc, en fait, comme vous l'avez compris, hein, non, ça passe pas. Ouais, Oui. ça y est, pardon. Merci. Donc, ces recommandations d'octobre 2024, elles mettent à jour les anciennes recommandations Air Goutlet de 2013. Et donc, voilà, c'est finalement la nouvelle sémantique qui doit être utilisée aujourd'hui pour prévenir ce risque de transmission par voie respiratoire. Et pour ceux d'entre vous qui ont lu ce long guide, donc vous aurez compris que voilà, l'idée est de ne plus du tout utiliser cette dichotomie air ou gouttelette, mais de voir ce concept de transmission respiratoire de manière beaucoup plus globale. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, dans ce groupe de travail, on était 21 membres pour refléter la pluridisciplinarité de cette transmission respiratoire. Et vous l'avez vu, c'est listé sur cette diapositive, on avait de nombreux partenaires, que ce soit des instances comme le Haut Conseil de la santé publique, l'ASPEC, ou encore d'autres sociétés savantes d'infectiologie, microbiologie, pneumologie, réanimation, etc. Je ne vais pas toutes les lister, hein, mais voilà, vraiment un reflet très, très transdisciplinaire et une relecture par 31 membres extérieurs au groupe de travail avant d'aboutir à ce document. Tu peux passer à la diapo suivante. En termes de méthodologie, on a utilisé les recommandations pour la pratique clinique, sachant que dans ces RPC, il est recommandé de coter, de donner une force aux recommandations dans la mesure où la bibliographie scientifique le permet. Pour autant, on ne s'est pas prononcé sur un niveau de preuve, étant donné qu'on n'avait pas à disposition une bibliographie d'une abondance et d'une qualité suffisante pour pouvoir se prononcer sur cette force de recommandation. Donc, on a juste mis des lettres A, B ou C dans nos recommandations. En termes de questions posées, pour faire notre revue de la littérature, on s'est questionné sur le comportement physique des particules exhalées par un sujet infecté et ce qui va influencer le risque de transmission. Et donc, cette notion de continuum particulaire respiratoire, justement pour abroger la dichotomie air-gouttelette. Et donc, ça, c'est toute la partie introductive du guide qui reprend finalement tous les principes fondamentaux de la transmission aéroportée.
On s'est également questionné sur la quantification en termes de nombre et de taille des particules qui vont atteindre la cible au niveau de l'arbre respiratoire en fonction des différentes situations, les facteurs physiologiques et infectieux qui vont influencer la transmission des agents pathogènes respiratoires. Et puis, ce qui nous intéresse vraiment, nous, en termes de prévention, donc quelles sont les mesures collectives et organisationnelles qui vont permettre de limiter la transmission respiratoire. Et ça, c'est quand même plutôt nouveau par rapport aux recommandations de 2013. Et puis, évidemment, les mesures individuelles, notamment en termes de pays, pour prévenir ce risque de transmission. Et enfin, quelques questions autour des mesures à mettre en place en période épidémique. Pour répondre à ces questions, on a fait donc une recherche de la littérature scientifique et on a rédigé des argumentaires basés donc sur des littératures postérieures à 2013 et également sur les recommandations nationales et internationales qui existent. On a organisé la réflexion autour d'une matrice d'évaluation des risques de transmission respiratoire et c'est vrai que ce concept de matrice de risque, c'est ce qui est un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. On a retenu 3 principaux critères pour évaluer le risque de transmission et mettre en place des mesures adaptées. Ces 3 critères, ce sont la qualité de la ventilation, qui peut être évaluée à l'échelle d'un service de soins ou d'un bâtiment, et qui va être donc évaluée en termes de conformité ou non aux recommandations et également à la réglementation au code du travail. Un autre critère important qui est le pathogène, et donc là, on a utilisé des indicateurs en termes de transmissibilité, de sévérité des infections et du caractère connu ou inconnu, en faisant un petit rappel sur les précautions REB. Et puis, le troisième critère, c'est la nature de l'exposition, avec des nouveaux concepts de champs proches versus champs lointains. La durée d'exposition également, qui peut avoir son importance, et notamment pour des expositions en champs lointains. Et puis, un petit focus sur les procédures qui génèrent des aérosols, dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie de Covid-19 et pour laquelle il n'y avait pas de liste consensuelle. Donc ici, sur cette figure, on a repris un peu les données de la littérature, notamment d'une équipe du MIT aux États-Unis qui travaille donc sur la transmission et les fluides de transmission infectieuse. Et donc vous voyez sur le haut de la figure, en fait, dès lors que, quand on va parler, quand on va tousser, on va émettre des particules respiratoires et donc effectivement, comme dans le cadre de la dichotomie air ou gouttelette, on va avoir des grosses particules et de petites particules et en primo-émission, on a cette trajectoire balistique, qui va faire que les grosses particules vont être émises, plus loin que les petites particules. Mais par contre, elles vont avoir tendance à, être projetées et à sédimenter sur les surfaces. Pour autant, et ça c'est ce qui arrive en dessous de cette figure, pour autant, ce qui se passe, c'est que dans ce phénomène d'émission, on va également avoir tout l'ambiance, en fait, l'air ambiant qui va accompagner, qui va un petit peu modifier cette trajectoire balistique initiale et va emporter les particules respiratoires sur des distances plus ou moins longues, sachant que les grosses particules à leur émission vont également évoluer en fonction des paramètres environnementaux. Elles vont se dessicquer, donc devenir plus fines, et elles vont pouvoir être emmenées par cette turbulence pour aller se répandre de manière beaucoup plus lointaine dans l'environnement. Et donc, c'est justement cette émission plus globale qui va avoir une importance dans des locaux confinés pour lesquels on a une mauvaise ventilation et pour lesquels, du coup, le risque d'exposition, y compris en champ lointain, doit être considéré pour prévenir le risque de transmission. Et c'est ce qui est représenté sur cette figure. Donc vous voyez, on a cette émission particulière quand on est dans un champ proche où on va pouvoir être exposé directement à des particules d'un spectre de taille très très important, sous une trajectoire plus ou moins balistique. Et puis on a également en champ lointain des particules qui vont se dessicquer, qui vont se rétrécir et qui peuvent rester en suspension très longtemps et exposer également des individus de manière beaucoup plus distante de l'individu source, y compris à partir de particules initialement de grosse taille qui ont été émises par le patient. Alors du coup, pour considérer le risque de transmission, évidemment, plus on va être proche du patient, même pour une exposition de courte durée, on va avoir un risque important de se contaminer.
Et ça en gros, c'est ce qui est représenté sur la figure, enfin sur l'angle en bas à gauche. Pour ces expositions de courte durée en champ proche, le meilleur moyen de se prévenir d'un risque d'exposition, c'est le port de masque ou d'appareils de protection respiratoire, et idéalement par les deux personnes, puisque beaucoup de littérature montre que enfin, que le port de masque par l'individu source peut également limiter de manière assez importante le risque de transmission. Pour des expositions plus longues, en champ proche, ben, on reste sur le même type de protection, sachant que le risque va être majoré plus l'exposition est longue dans ce champ proche. En termes de champ lointain, le risque il va être important, surtout pour des expositions prolongées. Et là, le port de masque, quel type, enfin, que ce soit un masque à usage médical ou un FFP, ne va pas suffire, ne va pas systématiquement suffire pour protéger le patient. Et on voit que le paramètre de ventilation et ou de filtration d'appoint ou de dilution des particules respiratoires sont des paramètres très importants à considérer pour limiter ce risque de transmission. Par contre, il faut quand même bien garder à l'esprit, ouais, pardon, t'es passé un peu vite, mais c'est la petite phrase que j'ai mise en bas, c'est que malgré tout, il y a quand même de nombreuses incertitudes quant au devenir des particules respiratoires en termes de leur changement de taille, de l'évolution de la composition, de l'évolution de l'agent pathogène dans cette particule respiratoire. Il y a des travaux de recherche qui sont toujours en cours, ce qui fait que finalement, pour ces expositions de longue durée dans un champ lointain, on a du mal à savoir exactement à quel moment on va avoir, au bout de combien de temps on va avoir ou à quelle distance on va avoir un vrai risque de contamination de la personne exposée. Ça reste le degré d'incertitude actuel. Pour établir nos recommandations, on a considéré des facteurs liés aux pathogènes. Donc là, on a repris les connaissances sur les indicateurs épidémiologiques en termes de taux de reproduction, de taux d'attaque, dose infectieuse quand elle est connue, et vous verrez dans le guide que finalement, elle est quand même assez rarement connue pour la plupart des pathogènes. La concentration du pathogène dans le liquide biologique lorsqu'on la connaît également. Dans les facteurs liés aux pathogènes, intrinsèques aux pathogènes, on a considéré sa nature, donc est-ce que c'est un virus enveloppé ou non, une bactérie, son infectiosité, sa capacité de persistance environnementale et son maintien d'infectiosité. Et puis, on a également considéré des facteurs liés à l'hôte infecté et à la maladie en termes de transmissibilité individuelle, de contagiosité selon l'évolution de la maladie et d'immunité individuelle, sachant que dans ce chapitre, finalement, c'est plus un rappel des connaissances fondamentales, mais ces paramètres sont extrêmement difficiles à intégrer dans l'évaluation du risque de transmission. Un paragraphe sur la nature des soins prodigués et notamment un focus sur les procédures qui génèrent des aérosols. Donc, on a fait un tableau qui catégorise ces PGA en risque élevé ou risque modéré. Sachez que ce travail a fait l'objet d'une recherche systématique de la littérature. Et vous avez en annexe du guide de recommandation le détail des différentes études. Et vous avez également en annexe un lien qui va vous permettre de consulter un tableur Excel mis en ligne sur le site de la SF2H qui reprend de manière décortiquée tous les articles qui ont été intégrés dans cette analyse. Pour les facteurs liés à l'hôte exposé, donc comme je vous le disais, on a repris les éléments fondamentaux sur l'immunité individuelle, innée et acquise, et l'immunité de groupe, sans intégrer ces paramètres dans notre matrice d'évaluation du risque et dans les recommandations. Donc, à partir de ces différents facteurs liés aux pathogènes, on a proposé une matrice de classification des micro-organismes selon les caractéristiques suivantes. La biopersistance qu'on a appréciée par son maintien d'infectiosité dans l'environnement, idéalement en se basant sur des études qui ont évalué cette biopersistance dans l'air ou à défaut sur des surfaces en considérant le risque de remise en suspension des particules qui seraient déposées sur les surfaces. On a également considéré la transmissibilité appréciée par les caractéristiques épidémiologiques et puis la dangerosité ou la gravité appréciée par le type de pathologie en termes de morbimortalité, l'existence d'un traitement ou encore d'un vaccin. Et tout ça nous a permis de proposer une criticité des différents micro-organismes qui est basée sur la combinaison de ces trois caractéristiques.
Et c'est ce que j'ai mis en exemple, enfin un extrait du tableau dans la diapo suivante, avec donc les différentes catégories pour les bactéries, pour les virus, de ces 3 critères, hein. Vous voyez pour chaque colonne, on a donc le micro-organisme, la persistance environnementale qui est évaluée, de A à C, la transmissibilité, la dangerosité et la gravité, et en combinaison ces 3 facteurs, on a proposé une criticité qui va de A, à C, et puis évidemment reprenant également le risque REB. Ensuite, on a fait, un gros chapitre sur les rappels de principes généraux de ventilation et la réglementation, avec là et aussi des tableaux de synthèse qui reprennent certains indicateurs. Donc notamment le taux de CO2 qui peut être un bon indicateur, pour évaluer la qualité ou la performance d'un traitement d'air. Et donc vous voyez que par exemple, un, taux de CO2 de 600 ppm, correspond à un débit d'air neuf en mètres cubes par heure et par personne de 100 mètres cubes, et un débit d'air neuf, en litres par seconde de 27,8 par personne. Bon, c'est des paramètres, un peu techniques, mais ça permet de donner une idée, du type de performance de traitement d'air dont on a besoin pour obtenir ces taux de CO2. Dans le tableau d'à côté, on a le temps, des rappels sur le temps requis pour l'élimination de 99 et 90% des particules, en fonction du renouvellement horaire. Et donc, vous voyez par exemple que pour un volume, pour 6 volumes par heure, on va avoir une nécessité de 46 minutes pour éliminer 99% des particules en suspension dans l'air. Un autre point important, un chapitre qui reprend les mesures palliatives en l'absence de conformité des systèmes de traitement d'air aux recommandations. Il nous paraissait important de se positionner également là-dessus pour proposer, une stratégie pour les établissements qui souhaiteraient s'équiper de systèmes de traitement d'air palliatifs en cas de ventilation non conforme. Et donc vous voyez, sur le triangle à l'envers, la priorisation des mesures d'ingénierie pour contrôler la qualité de l'air intérieur. Et donc évidemment, pour faire cette priorisation, il faut s'appuyer sur, nos services techniques dans nos établissements. Mais vous voyez que la première question à se poser, c'est: est-ce qu'on a une ventilation qui est basée sur l'apport d'air extérieur? Est-ce qu'il s'agit d'une centrale de traitement d'air ou d'une VMC, et est-ce qu'elle est modulable? Et si jamais on peut la moduler, la première chose à voir avec les services techniques, c'est d'essayer d'améliorer le renouvellement de l'air et l'apport d'air neuf pour se mettre en conformité avec la réglementation, le code du travail. Si c'est pas possible, on peut envisager d'ouvrir les fenêtres à intervalles réguliers, même si cette mesure n'est pas forcément compatible avec tous les secteurs de soins. Je pense notamment, pour des services qui accueillent des patients immunodéprimés, par exemple. La deuxième, la deuxième étape à mettre en place, ça va être l'augmentation de qualité de filtration du système de traitement d'air du bâtiment, en privilégiant des filtres absolus qui vont permettre de retenir y compris les particules les plus fines. Et si c'est pas possible, à ce moment-là, on va envisager, d'utiliser un traitement d'appoint, donc un purificateur d'air, mobile, par exemple. Et dans ce cas, pour aider à la décision ou au choix de l'appareil mobile de traitement d'air, on a repris un peu un cahier des charges, des questions à se poser, avant de choisir l'équipement qu'on va utiliser. Donc en termes d'éléments liés à la pièce à traiter et à sa destination, les éléments liés, aux caractéristiques, de l'appareil, et puis, les maintenances et l'investissement que ça représente. Donc là, l'objectif est vraiment d'aider, au choix et à la décision, d'équipement de ce type d'appareil mobile. Enfin, un gros chapitre qui reprend les mesures organisationnelles, donc en termes de cohorting des patients résidents, d'encadrement des visites ou encore de mise en place de jauges. Là, je rentre pas dans le détail, faute de temps. On en vient finalement à la partie qui va nous intéresser le plus en termes de pratique, qui est le type de, mesures individuelles de prévention avec, évidemment les masques à usage médical et appareils de protection respiratoire. Donc après les rappels sur les normes et les caractéristiques des masques, on a organisé cet argumentaire scientifique sur 2 grands chapitres.
un premier chapitre qui reprend l'évaluation de l'efficacité de ces deux types de masques ou APR sur des études expérimentales, en prenant donc de manière exhaustive la littérature scientifique. Et donc sur cette partie expérimentale, on peut conclure que ces études montrent évidemment une efficacité supérieure de filtration des APR de type FFP2 par rapport aux masques à usage médical vis-à-vis des aérosols. Évidemment, on rappelle aussi l'importance du bon ajustement au niveau du visage pour que ce filtre, enfin pour que l'APR soit complètement efficace. On rappelle également que ces masques sont efficaces quand ils sont très efficaces également quand ils sont portés par l'individu source en termes de dispositifs de protection, et puis que l'efficacité de port de masque ou APR en tant que dispositif barrière chez la personne infectieuse permet vraiment de diminuer les particules qui vont être émises dans l'environnement. Donc ça, c'est vraiment les aspects théoriques. Quand on reprend la littérature scientifique sur l'efficacité de ces deux types de masques sur des études épidémiologiques, donc c'est-à-dire en situation clinique, des retours d'expérience de terrain, on conclut que les données épidémiologiques qui ont étudié l'efficacité des APR FFP2 par rapport aux masques à usage médical sont de faibles niveaux de preuve et présentent de nombreux biais. Et elles ne permettent pas de confirmer une supériorité d'efficacité sur un critère de jugement clinique conféré par les APR de type FFP2, comparativement aux masques à usage médical dans la prévention des infections respiratoires transmissibles en dehors de la tuberculose pulmonaire. Donc c'est probablement lié à des mésusages, à des défauts d'ajustement, etc. Et on dit également que devant l'incertitude relative à la quantification d'un gain éventuel d'efficacité conféré par le port de masques de type FFP2 en pratique clinique, certains auteurs recommandent de rationaliser leur usage dans le cadre des infections respiratoires en ciblant préférentiellement les situations qui peuvent être considérées comme étant les plus à risque. Donc ça, c'est vraiment l'étude, enfin c'est la conclusion qui est liée à l'analyse fine de la littérature scientifique. Donc, à partir de ces argumentaires sur ces différents chapitres, on a abouti à la rédaction de 34 recommandations, des prérequis techniques et des rappels sur la réglementation du Code du travail en termes de ventilation des locaux. Donc, ça, c'est 11 recommandations. 4 recommandations de prérequis sur les masques qui reprennent les précédentes recommandations de 2013. Et puis, les précautions complémentaires respiratoires à strictement parler. Donc, des recommandations générales qui sont basées sur la matrice d'évaluation du risque. 3 recommandations spécifiques à la tuberculose, une recommandation spécifique au BMR, 7 recos spécifiques aux périodes épidémiques et une recommandation concernant la vaccination et l'immunoprophylaxie. Voilà, et je laisse donc Cécile prendre la main pour vous présenter la suite. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation déjà bien, ce décor bien planté. Et on va rentrer un peu plus dans le détail, mais tu as bien donné tous les argumentaires qui ont amené en fait à ces nouvelles recommandations qui sont quand même assez effectivement novatrices et qui amènent pas mal de nouveaux concepts. Donc, comme tu l'as dit, les 11 premières recommandations, elles concernent tout ce qui est problématique de ventilation, de qualité de l'air et de ventilation des locaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très nouveau avec ces recommandations, mais dont on a vu toute l'importance quand même pendant justement l'expérience Covid. Et donc, il s'agit de prérequis techniques et finalement, seulement, comme tu l'as dit, de rappel de la réglementation et du Code du travail, hein, puisque ces recommandations de ventilation correspondent à ce code. Donc, la première recommandation, c'est de privilégier des chambres individuelles. Bon, on a les locaux que l'on a, mais au moins dans le cadre des constructions. Donc, ça ne peut aller que les hygiénistes sont assez persuadés de l'apport de ces chambres individuelles, mais c'est vrai que c'est toujours rarement le cas dans les constructions est rarement compatible avec la rentabilité des constructions. Donc la R2, c'est l'importance d'avoir cette ventilation mécanique efficiente avec un apport d'air neuf et une extraction.
Ces paramètres de ventilation doivent être vérifiés, ça c'est la troisième recommandation par le service technique. Donc là, très clairement, ces recommandations, elles vont demander, et tu l'as déjà évoqué, une coordination avec nos services techniques en établissement, puisque ce n'est pas de notre voilà, on est comme sur les réseaux d'eau connexes sur cette problématique. La possibilité d'avoir des fenêtres ouvrantes, bon, au moins à chaque fois que possible quand il ne s'agit pas de zones atmosphère contrôlées ou de chambres en dépression, mais ça aussi on a vu que ce n'était pas toujours prévu et compatible et voilà. Donc la R5, c'est celle qui définit hein, le taux que tu as déjà cité avec une CO2 dans un local occupé, hein, on est bien occupé par les personnes habituelles, inférieur à 1300 ppm avec, si possible, un seuil à 800, donc entre 800 et 1300. Euh, Si ces respects de qualité d'air ne sont pas mis, ne sont pas respectés, il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures correctives et pouvoir essayer de, comme tu l'as évoqué, hein, d'avoir des solutions pour s'en rapprocher. Du coup, ben, si on fait des mesures correctives, on doit avoir une cartographie avec des mises à jour en cas de travaux et avec cette cartographie, elle appartient finalement au service technique, hein, mais elles doivent être communiquées à la direction, mais aussi aux équipes de prévention du risque infectieux et au service de santé au travail. Une maintenance par ailleurs préventive annuelle de l'ensemble des systèmes de ventilation et deux recommandations plus spécifiques sur ce que tu nous as montré sur l'utilisation des modalités d'utilisation d'appareils mobiles de traitement d'air qui n'ont pas été, comme on l'a pu le voir, hein, placés en première position des solutions envisagées, mais seulement pour des cas que l'on reverra ensuite plus précisément. Donc ça, c'était les 11 premières recommandations. Il y en a ensuite 4 sur les masques, comme tu l'as annoncé. Donc la R12, elle demande à ce que le OH soit associé à la rédaction du cahier des charges et au choix des masques médicaux et des masques APR, enfin et des appareils de protection respiratoire. Euh, Deux recommandations spécifiques sur la possibilité de choix qui doit être donné aux professionnels entre plusieurs modèles et tailles de masques, notamment pour les APR de type FFP2, avec la précision sur le choix qui doit être guidé par le fit test, qui permet vraiment de choisir le masque le plus adapté à la forme du visage. Et puis la R15 qui concerne la formation des professionnels au bon port et retrait des masques en continu et notamment le fit check à faire à chaque utilisation pour vérifier le bon positionnement du masque FFP2. Donc là aussi, c'était un petit peu la dernière diapo je crois, que tu as présentée sur lequel il était noté que le masque FFP2 a des meilleures performances, mais théoriques, et qu'il faut pouvoir accompagner sur le terrain et sur la pratique pour ne pas perdre ce bénéfice par des problématiques de mésusage. Et donc ensuite, on rentre à partir de la R16, plus spécifiquement sur les précautions complémentaires respiratoires. Alors, première nouveauté, c'est le fait que l'on puisse prendre en compte le fait on a vu ça aussi arriver avec l'épidémie du Covid-19, le fait que le professionnel ou la suivante, le patient immunodéprimé, fragile, soit à risque de forme sévère. Et pour ces professionnels à risque de forme sévère, on va demander à ce que le port de masque FFP2 soit généralisé à tous les patients atteints d'infections transmissibles par voie respiratoire sans se préoccuper du type de, de- de pathogène ni de qualité de ventilation, en considérant que là, le risque de forme sévère doit prévaloir pour augmenter le niveau de précaution. Et pour les patients fragiles, immunodéprimés, à risque de forme sévère, eh bien là, c'est le médecin, selon l'avis médical, qui pourra orienter soit sur un masque chirurgical, soit si c'est vraiment un risque important, sur un masque FFP2, y compris pour la protection du patient. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau dans nos pratiques.
R18 à R21, ben là, c'est plutôt des choses qu'on connaît déjà, hein. C'est l'obligation, l'importance de la prescription médicale et de la traçabilité de cette prescription de précaution respiratoire. Les 19 et 20 concernent l'obligation et l'importance de l'information des patients, de sa traçabilité, ainsi que de ceux des visiteurs. Et la R21 traite de l'information des nouveaux arrivants professionnels. Donc, il faut intégrer ces nouvelles recommandations dans vos livrets d'accueil des nouveaux arrivants professionnels pour mettre à jour leur connaissance sur ces précautions respiratoires. Et donc, à partir de la R22, on va rentrer dans le descriptif des trois niveaux de précautions complémentaires respiratoires définis, que sont soit les mesures simples, renforcées ou maximales. Donc, comme tu nous l'as dit, on ne parle plus de gouttelettes et d'air, mais on est sur ces trois niveaux qui vont crescendo dans la, la protection des professionnels. Donc, ce tableau représente un petit peu toutes les mesures qui vont être prises en compte. Donc, tout d'abord, le type de chambre. Entre simple et renforcé, on va être sur le même type de chambre, hein. Il faut toujours une chambre, on l'a dit, hein, privilégier la chambre individuelle. Une porte fermée. Il est possible d'avoir une ouverture de fenêtre qu'on ne va pas retrouver dans les protections maximales, puisque quand on va sur la ventilation, c'est la deuxième ligne de ce tableau, on va voir que pour les protections maximales, il faut impérativement avoir soit une chambre à pression négative ou là, une augmentation, une amélioration de la ventilation avec des mesures palliatives si on n'a pas ce niveau-là, avec un taux de CO2 qui doit être de 800 ppm en occupation. Donc là, on est vraiment sur des niveaux de qualité d'air et de renouvellement d'air plus importantes. Par contre, sur les mesures simples, on n'a pas de spécificité. Et par contre, sur les mesures renforcées, il faut quand même un renouvellement minimum de 6 volumes heure sans recyclage ou alors qui puisse être aéré régulièrement par l'ouverture des fenêtres. Et on l'a dit, porte fermée. Donc là, c'était toute la partie type de chambre et ventilation. Pour ce qui concerne les sorties de chambre du patient et les visites, donc elles vont être pour les possibles dans les mesures simples, hein, encadrées pour les sorties de chambre avec des visites autorisées. Pour les renforcer et maximales, on va les limiter pour les sorties de chambre au strict nécessaire, comme la réalisation d'examens complémentaires, un scanner ou autre, voilà, quand il faut absolument déplacer le patient, mais en évitant quand même l'attente, pas de salle d'attente en présence d'autres patients. Et pour les visites, donc, elles seront là aussi limitées et strictement encadrées du fait du risque plus important encouru par les visiteurs. Le masque patient en chambre, tu nous en as parlé, Sarah. Il y a de nombreuses études qui ont montré que, quel que soit le niveau, là, c'est applicable pour les trois niveaux, simple, renforcé ou maximal, le double port de masque. Enfin, attention, pas le port de deux masques, mais on a vu ça, vous avez vu ça aussi pendant la période Covid, hein. On parle bien d'un masque chirurgical porté par le patient dès qu'une personne entre dans la chambre, qui elle-même sera masquée. Donc, on aura à ce moment-là une meilleure protection et ça va interférer dans les matrices qui seront proposées tout à l'heure et c'est quand même quelque chose d'important. Malheureusement, il faut effectivement que ce soit compatible avec son âge et sa situation clinique, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais chaque fois que ça le sera, ça va simplifier quand même les mesures que l'on va voir après. Si le patient sort de sa chambre, il devra porter un masque à usage médical dès son entrée dans l'hôpital et dès qu'il circule en dehors de sa chambre. Par contre, pour les mesures renforcées ou maximales, ce sera plutôt un masque FFP2. Pour les mesures renforcées, si le patient ne le supporte pas, ça peut être un masque à usage médical. Mais on va préférer vraiment, enfin voilà, il y a quand même la préférence pour la protection apportée par un masque FFP2. Euh, les protections maximales, on n'aura pas le choix. Masque professionnel ou visiteur. Donc là, quand le patient, pardon.
le professionnel va rentrer dans la chambre pour prendre enfin, un soin auprès du patient. Ce sera en cas de précaution simple un masque à usage médical qui sera mis avant d'entrer dans la chambre et retiré après la sortie de la chambre. Et par contre, ce sera un masque FFP2 aussi bien sur les mesures renforcées que les mesures maximales et qui seront retirées à la sortie de la chambre. Ces tableaux ont été travaillés par Anne Savé, ces pièces ARA, et je lui ai emprunté parce qu'elles sont, je trouve, très pédagogiques et très claires. Voilà. Alors donc, ces différentes, quand est-ce qu'on va pouvoir appliquer ces mesures simples, renforcées ou maximales? Eh bien, on va se positionner selon deux matrices, des matrices d'analyse de risque dont on a déjà parlé, qui vont prendre en compte ces trois paramètres qui ont été bien détaillés aussi, la ventilation, le type de micro-organisme et l'exposition. Il n'y a pas plus dans le détail. Conformité de la ventilation, ben là aussi je passe, hein, entre 800 et 1300 ppm. Ces tableaux ont déjà été commentés. Donc voilà ce qu'on considère comme étant conforme. Donc on aura une matrice conforme et une matrice non conforme en fonction des taux qui seront effectivement à mesurer et mesurés dans vos diagnostics de situation de vos établissements. La classification des micro-organismes selon le risque, ben, vous voyez cette présentation, quatre types de micro-organismes. Classe A, on va retrouver un petit peu tout, enfin, on retrouve toutes les bactéries et tous les virus que l'on retrouvait dans nos ex-précautions gouttelettes. Aussi bien, bon voilà, tout ce que vous pouvez lister. Il y a quelques petits nouveaux quand même, hein, comme le streptocoque pneumoniae qui n'était pas effectivement listé dans les recommandations ou le streptoa. Voilà. En classification classe B, on va retrouver le BK, la tuberculose, varicelle zona, et puis la rougeole, donc ce que l'on avait dans nos ex-précautions R. Et par contre, les mycobactéries multirésistantes ou ultra-résistantes sont, elles, classées sur un niveau au-dessus qui sera comparable aux classifications des agents REB, classés REB. Et enfin, donc, le dernier paramètre, c'est l'évaluation pardon, de l'exposition. On en a parlé avec cette notion de champ proche et de champ lointain. Donc, un contact direct face à face inférieur à 1 mètre, sans port de masque par le patient ou le résident, on va être vraiment en champ proche. La durée d'exposition, donc là, avec un cut-off qui va être avec une durée inférieure ou égale inférieure ou supérieure à 15 minutes. Et par contre, pardon, en cas de champ proche, on va mettre un cut-off à 15 minutes. En cas de champ lointain, le cut-off sera à 30 minutes. Et puis ensuite, le type de soin hein, qui va être aussi très important dans les matrices, c'est ces fameuses procédures générant des aérosols dont on a aussi beaucoup parlé pendant notre période Covid. Donc, je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà relu ces recommandations et à être rentré dans ces détails. Donc, voilà la première matrice. Là, on est la matrice 1. On a une ventilation conforme. Donc, on est entre 800 et 1200 ppm. Et donc, selon le type de pathogène et selon l'exposition, on va avoir soit des précautions envers complémentaires respiratoires simples, que l'on a détaillé tout à l'heure, qui sont pas loin d'être nos anciennes précautions gouttelettes, mais avec quelques nuances, puisqu'on a vu qu'il y avait des changements sur le port du masque, notamment des patients à risque, etc. Les précautions complémentaires respiratoires renforcées, le orange, et les maximales qui sont ici en orange foncé ou en rouge. Voilà. Donc, si on est en conformité, en ventilation conforme, et que l'on a affaire à un pathogène A, donc je vous rappelle qui est les anciennes, les germes qui réclamaient des précautions gouttelettes, eh ben, on va avoir des précautions simples, assez proches, donc, pour les expositions faibles, avec un patient ou un résident qui porte un masque ou une durée courte inférieure à 15 minutes de soins.
Dès que le soin, si le patient peut porter et porte un masque finalement, puisque c'est le ou, hein, on pourra avoir même un soin qui est à plus longue durée à partir du moment où on a un double port de masque, on aura une protection qui permettra, avec une ventilation conforme, une fois de plus, de pouvoir maintenir le port du masque médical. Pour l'exposition modérée, avec un contact direct qui là est supérieur à 15 minutes ou des procédures générant des aérosols à risque modéré, on va pouvoir rester sur ce type de précaution. Par contre, dès qu'on aura des risques élevés d'aérosols, d'aérosolisation des particules, et bien à ce moment-là, on va devoir passer aux précautions renforcées. Et donc, on va changer de type de masque pour les soignants. Et, voilà. Et donc, on reviendra un petit peu, elle l'a déjà présenté aussi, mais on le voit mieux sur une autre diapo. Sont listés là les différents gestes à risque d'aérosolisation. Pour le pathogène B, donc tout ce qui était R, hein, on a le BK non résistant, le BK, la rougeole et la varicelle. On va être tout le temps en précaution respiratoire renforcée, quelle que soit l'exposition. Et pour les pathogènes de type C et REB, on sera tout le temps en procédure maximale respiratoire, donc avec, je vous rappelle, les exigences de traitement d'air ou d'apport d'appareils complémentaires pour la prise en charge de ces patients à risque important. Deuxième matrice, ventilation non conforme. Donc à ce moment-là, ben, on voit assez rapidement qu'on a perdu, on a perdu une petite case verte, là, c'est-à-dire que dès que le soin va être supérieur à 15 minutes ou pour des procédures générant des aérosols à risque modéré et quand le patient ne peut pas porter de masque, eh bien, à ce moment-là, on va passer au niveau de protection supérieure et on va changer pour un masque de protection respiratoire. De la même façon, pour le pathogène de type B, on va augmenter pour les risques élevés, on va passer en précaution respiratoire maximale. Donc, ces patients qui seraient admis, par exemple, en réanimation avec des gestes à forte fréquence de risque, à risque élevé, ben, seront amenés à avoir ce type de, de, de- de traitement d'air, enfin voilà, soit de pression négative, soit d'apport euh, de traitement d'air externe. Voilà. Ce tableau que j'ai aussi emprunté, et je ne l'ai pas marqué là, mais j'aurais dû, vient aussi d'Anne Savé. Et ça reprend enfin, en fait, c'est le même tableau qu'il y a dans les recommandations avec les risques élevés, les risques modérés, mais apparaît ici ce qui n'a pas été retenu comme étant ni à risque modéré ni à risque élevé et qui l'ont été pendant le Covid. Donc, ça vaut le coup de le marquer. Donc, risque élevé, les intubations des patients non curarisés, toutes les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, la ventilation manuelle au masque facial, les fibroscopies bronchiques, notamment en cas de tuberculose. Voilà. La réalisation de trachéotomie ou trachéostomie, l'induction de crachat après aérosol de sérum physiologique hypertonique, l'aérosol thérapie, donc ça, c'est vrai que ça peut déjà être, enfin, c'est des choses qui, aussi bien l'induction de crachat et puis l'aérosol thérapie, qu'on voit en dehors de services spécialisés, hein, donc ça peut être un changement important pour nous et qu'on a vu quand même pendant le Covid aussi. Et puis les procédures post-mortem avec des appareils rotatifs à grande vitesse, ça ne nous concerne pas trop. Les procédures à risque modéré, ça va être l'extubation, la ventilation non invasive, y compris en circuit ouvert, les aspirations, la gastroscopie avec aspiration des voies aériennes supérieures, procédure de chirurgie dentaire, là aussi on a vu ça pendant le Covid, hein, donc là on est à risque modéré et les procédures ORL proximales avec aspiration. Et donc, sans risque, finalement, l'oxygène, enfin, retenu comme n'étant pas à risque, c'est l'oxygénothérapie avec des débits supérieurs à 6 litres minute. Vous vous rappelez que c'était quelque chose qu'on avait retenu pendant le Covid. Le haut débit avec des canules nasales Optiflow ou Airflow.
Et les prélèvements nasopharyngés, c'est pareil, hein, ça on avait demandé pendant le Covid, le port de masque FFP2, c'est pas, ça n'a pas été retenu dans ces nouvelles recommandations. Alors, quelques exemples pour essayer de se dire, bon, c'est bien tout ça, on a bien compris la théorie, mais comment on va s'en débrouiller? Donc, vous avez ici, le premier exemple, c'est un service de médecine interne qui est avec une ventilation qui a été jugée non conforme. Donc, si on a une ventilation non conforme, on va être avec la matrice numéro 2, c'est celle que l'on voit ici. On a un patient de 75 ans atteint d'un VRS en chambre individuelle. Donc, VRS, c'est pathogène pardon, du type A, de type A. Et là, par contre, une kénie respiratoire avec des crachats induits. Et le patient, mais par définition, ne portera pas de masque. Et là, par contre, on est sur une exposition forte. D'accord? Donc, on va être avec des procédures renforcés qui nécessiteront donc le port d'un masque FFP2 par les professionnels. Deuxième exemple, un service de réanimation avec une ventilation conforme. Bon, ça, c'est peut-être plus souvent le cas en réanimation, mais peut-être pas partout quand même. Mais voilà. Donc là, on est avec la matrice numéro 1. On a gagné, vous voyez, une case verte, là, et on a perdu notre rouge. Un patient de 25 ans qui, par contre, est atteint d'une tuberculose pleurale XDR et qui ne porte pas de masque, mais qui est intubé et ventilé en système clos. Et là, on est avec un pathogène de type C. On ne se préoccupe pas de savoir comment il est intubé. Et on a une réfection de lit, donc une exposition faible, mais de toute façon, pour un pathogène de type C, comme la tuberculose XDR, vous voyez que quel que soit le geste, finalement, l'exposition ne joue pas. Voilà. Donc là, on sera avec le masque FFP2 et un système de traitement d'air palliatif si on n'a pas une chambre en dépression dans l'établissement. L'exemple numéro 3, c'est maternité avec ventilation conforme, donc matrice 1. Une patiente atteinte de coqueluche et qui porte un masque à usage médical. Donc là, on va avoir un pathogène A avec une aide à la mise au sein de son nouveau-né. Et donc là, on a une exposition modérée. Alors moi, je ne sais pas, je voudrais bien interroger là, mais pour moi, c'est même une exposition faible parce qu'on dit que la patiente porte un masque. Donc, on pourra, c'était l'exemple qui a été donné, mais on pourra éventuellement échanger avec Sarah. Je ne sais pas si, si j'ai bien compris la philosophie du port de masque de plus de 15 minutes. Tu veux que j'intervienne maintenant ou Ouais, tu on peux, oui, discute? oui, je veux bien Oui. avoir ton avis. Oui, effectivement, je pense que c'est une erreur qu'on a faite en relisant le cas parce qu'on serait, bon, ça ne change pas en pratique aux mesures qu'on met en place, Non. mais tu as raison, étant donné que la patiente porte un masque à usage médical, on considère que l'exposition est faible en fait, hein. Il y a un contrôle à la source. Voilà, ouais, c'est Mm. vrai que Il c'est s'agit important. d'une erreur dans notre Voilà. exemple, je pense, ouais. Merci. L'exemple numéro 4, donc, c'est un EHPAD avec une ventilation non conforme. Ça aussi, c'est peut-être des choses qu'on va voir dans la réalité. Un taux de vaccination du personnel soignant à 9%. Bon, ça, c'est une petite digression. Vous avez vu que ça ne rentre pas en ligne de compte dans ces recommandations. La matrice, enfin, non, d'ailleurs, on va le voir un petit peu après. Donc, c'est bien la matrice numéro 2 qu'on va choisir, puisque la ventilation est non conforme. C'est une résident atteinte de grippe. Donc là, c'est un pathogène de type A avec un port de masque difficile et incomplet chez les résidents. Et c'est une aide au repas. Et donc là, on a une exposition. La croix était mal positionnée. Elle était déjà positionnée. Mais donc, c'est donc une exposition de plus de 15 minutes. C'est difficile de faire manger une personne plus rapidement. Donc, on a une exposition modérée. Et donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui change parce que, enfin, voilà, quand on était, on a eu des longues discussions au moment mais les recos de Covid en fin d'épisode, là, fin d'épidémie, ne demandaient pas nécessairement le port du masque FFP2 pour les aides au repas, en considérant que ce n'était pas un soin de risque Mm. d'aérosolisation et de proximité, mais bon, là on voit que si on a une mauvaise ventilation, finalement on aura une Oui. meilleure protection. Oui.
Et c'est lié, là, pour compléter, Cécile, puisqu'on risque d'avoir la question, je pense. Là, c'est lié au fait que, justement, par rapport à cette exposition, qu'on soit en champ proche ou en champ lointain, c'est plus lié à un phénomène de non-dilution des particules respiratoires qui vont être émises par le patient. Et dès lors qu'on a une exposition qui va être allongée, on va avoir une dose cumulative d'exposition par le personnel qui aide le patient à manger, ou enfin le résident à manger. Et c'est là que du coup, on a un risque quand même de contamination. Même si, comme je le disais tout à l'heure, cette notion de 15 minutes, 30 minutes, en fait, c'est des critères un peu... enfin, disons que c'est Mm. pas vraiment étayé par la science, parce qu'on n'a aucune étude qui démontre qu'à partir de 15 minutes d'exposition, la dose cumulative d'exposition du personnel fait qu'il va y avoir un risque d'infection derrière. Donc c'est un peu la limite en fait du concept. Et Mhm. sachant que derrière, on peut aussi considérer en pratique pour une situation spécifique la possibilité de ventiler ou non la pièce, notamment par l'ouverture de Mhm. fenêtres, qui va du coup apporter un phénomène de dilution de l'aérosol. Mais là encore une fois, si c'est en hiver, enfin bon, après voilà, il y a plein de critères Mhm. à considérer dans la prise de décision. Tout à fait. Donc, précaution respiratoire renforcée donc, pour les masques FFP2. Enfin, l'exemple numéro 5, un service de pédiatrie avec une ventilation non conforme. Donc, on est avec la matrice 2. Une méningite bactérienne à méningocoque avec un port possible de masque par le patient. On est avec un pathogène de type A. Et c'est juste une pause de plateau repas de l'ASH. Et donc là, on est avec une exposition faible. Et donc, on pourra mettre des précautions respiratoires simples dans ce cadre-là. Voilà, donc voilà, c'est ces exemples. Et d'ailleurs, c'était très bien que vous les ayez prévus dans les recommandations parce que ça aide un peu à démystifier, j'allais dire, même si après, en pratique, la mise en œuvre ne sera pas nécessairement facile, hein, notamment d'avoir cette cartographie pour savoir si oui ou non on est conforme ou non conforme, mais c'est en tout cas tout l'intérêt quand même et toute la philosophie de ces recommandations, donc c'était important d'y insister. Donc, sur la tuberculose, donc, quelques recommandations spécifiques. Donc, la R23, bon, mais qui n'est pas une nouveauté, hein, et qui demande à ce que, dès qu'il y a suspicion, hein, avec des arguments cliniques et ou radiologiques d'une tuberculose de forme pulmonaire, il faut mettre en place sans délai les précautions respiratoires renforcées. En tout début, il est bien noté que ce sont les formes pulmonaires, pleuropulmonaires, ORL et bronchiques qui sont transmissibles par l'air, hein, et donc pas la tuberculose osseuse ou autre, hein, viscérale. La R24 propose un algorithme décisionnel pour savoir, après les résultats des examens microbiologiques directs, si on met en place ou non les précautions respiratoires. Donc, le voici directement, cet arbre décisionnel. Donc, au départ, on a toujours la présomption clinique ou radiologique. Donc là, on va faire l'examen microscopique direct. Soit il est positif, soit il est négatif. S'il est positif avec une PCR positive, par définition, c'est qu'on a affaire à bien une mycobactérie tuberculosis et donc on va mettre en place les précautions respiratoires. Si par contre l'examen direct est positif alors que la PCR est négative, c'est qu'on va plutôt évoquer des mycobactéries atypiques et donc là, on n'aura pas besoin de mettre en place de précautions respiratoires. Ça peut paraître un peu curieux parce qu'on sait que la PCR n'est pas discriminante par rapport à la culture, mais si on a un examen microscopique positif en l'examen direct, c'est bien qu'on a du matériel bactérien qui doit être retrouvé, enfin, qui est obligatoirement retrouvé en PCR. Donc, si la PCR est négative, c'est que ce n'est pas une tuberculose. L'examen direct négatif avec une PCR positive, ben, on met bien sûr en place. Une PCR négative, on a dit, c'est moins discriminant que la culture. Donc, soit on a suffisamment de doutes et on met en place un traitement présomptif et donc à ce moment-là, on va mettre en place les précautions respiratoires ou il n'y a pas de traitement parce que vraiment, ça ne paraît pas être euh, le diagnostic retenu et donc à ce moment-là, on ne mettra pas en place les précautions respiratoires. Donc voilà cet algorithme. La durée des précautions respiratoires, elle est au minimum de 14 jours, mais elle passera à 30 jours dès qu'on a des formes
avec soit des excavations, soit des charges bacillaires initiales à l'examen direct importantes ou des lésions étendues. Hein. Donc, c'est minimum, hein, le 14 jours et ça peut aller, enfin voilà. Et dès qu'il y a des signes de gravité, c'est 30 jours. Dans quelques commentaires, donc on l'a dit, un examen microscopique a une moins bonne sensibilité que la PCR, qui elle-même est inférieure à celle de la culture bactérienne, mais c'est vrai que l'intérêt de l'algorithme, c'est que comme on a des résultats immédiats pour la microscopie directe et la PCR, ça va pouvoir orienter et déjà euh, contribuer à la décision de mise en place des précautions respiratoires. Voilà. Donc, et voilà, la PCR, hein, on l'a dit, l'examen direct permet de détecter tous les bacilles acido-alcoolorésistants et pas que ceux du groupe de tuberculosis, alors que la PCR, elle sera spécifique. Donc, du coup, ça explique ce qu'on a déjà relevé, hein, qu'une PCR négative, alors qu'un examen euh, direct est positif, doit faire suspecter à une mycobactérie non tuberculeuse et donc pas de précaution respiratoire renforcée. Et devant la présomption d'une tuberculose potentiellement contagieuse, on met sans délai, ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Un cas particulier, c'est les infections respiratoires à bactéries multirésistantes aux antibiotiques pour rappeler que seules les infections respiratoires avec le SARM, staphylocoque doré résistant à la méticilline, nécessitera la mise en place de précautions respiratoires qui seront, comme c'est un pathogène de catégorie A, ce sera des précautions respiratoires simples, en lien en fait avec la possible colonisation des ORL, hein, du pharynx des soignants ou des patients. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir chercher à protéger. On ne va pas craindre un Escherichia coli BLSE qui serait dans les voies respiratoires parce que les soignants ne seront pas possiblement colonisés et porteurs de ce colis au niveau de leur arbre respiratoire. Voilà, de leur pharynx. Et donc, pas disséminateur. Concernant les mesures collectives pour la prévention en période épidémique, on retrouve un petit peu tout ce qui a été introduit au moment du Covid, hein, avec le port systématique du masque dès l'entrée dans le bâtiment pour tous les professionnels, patients, intervenants et visiteurs en cas d'épidémie en cours. Le fait de privilégier une chambre particulière pour tout patient hospitalisé ou chambre double pour un patient atteint de la même affection. Hein. Donc, on évite d'exposer des patients à la contamination de son voisin de chambre. Euh, la R30, c'est une épidémie dans un service, hein, cas nosocomiaux et mesures transitoires qui peuvent être proposées. C'est le port du masque généralisé. C'est aussi la possibilité de réaliser des dépistages systématiques, hein, des patients admis et des professionnels. Des dispositions spécifiques sur, j'ai encore oublié pardon, de corriger ma faute d'orthographe là, sur la salle. Voilà, le self, les salles de repos, les réunions, etc. Donc, toutes ces recommandations sont maintenant rentrées dans notre nouvelle Bible, nos nouvelles recommandations, références. Trois recommandations 31, 32 et 33 sur le regroupement des patients, les problématiques de jauge et mesures spéciales pour les visiteurs. Et puis, enfin, la dernière recommandation, la 34, qui s'applique, qui dit bien que les mesures complémentaires respiratoires, elles restent applicables même si les personnes sont vaccinées. Voilà, donc ça c'est juste en détail, je ne vais pas rentrer dedans, c'est pour les critères de choix des chambres individuelles pour les patients qui sont soit suspects, soit à risque, hein, de forme grave et bien sûr relevant des précautions complémentaires. Et puis le fait qu'on puisse regrouper des patients dans une chambre à partir sur un même pathogène. Voilà.
Donc, en pratique, eh ben, voilà, il reste à mener cette réflexion dans vos établissements, en service, sur le plateau technique et aussi la problématique des domiciles, hein, sur ben, le type de ventilation, est-ce qu'il est conforme ou non conforme, pour savoir quel type de matrice on va appliquer. À domicile, ben, ce sera essentiellement la possibilité d'aération, hein, parce qu'on n'aura pas trop la notion et le domaine de renouvellement d'air. Le type de pathogène, euh, pour lequel on a quand même l'habitude déjà de raisonner là-dessus, et puis le type de procédure générant des aérosols qui est maintenant un petit peu rentré dans nos mœurs aussi et qui sont bien refixés par ces nouvelles recommandations. Et donc, en fonction de ça, on pourra mettre en place ces trois niveaux de recommandations, simple, renforcée ou maximale. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, hein, donc vous voyez les étapes du changement. J'ai emprunté ce petit schéma sur Internet, là, sur, voilà, ben, est-ce que vous êtes en état de choc, dans le déni, la colère? On va voir ça tout de suite. Et après, ce sera la négociation, la dépression, l'acceptation, l'expérimentation, la décision et enfin l'intégration. Voilà. Donc, je vous laisse vous positionner et on va pouvoir échanger sur ces nouvelles recommandations. Merci. Merci Cécile, merci Sarah. Alors, je n'ai pas pu répondre en ligne, mais j'ai fait une synthèse des questions. Donc déjà, bonjour à tous. Donc déjà au départ, donc le diaporama sera accessible sur le site, hein, pour ceux qui se posaient la question. Pour les certificats de participation, donc Evelyne a répondu, il faut en faire une demande individuelle. Donc les premières questions portent en fait sur les difficultés. Comment fait-on si on n'a pas les moyens de faire un état des lieux sur la qualité de l'air intérieur? Alors moi j'avais déjà juste une petite remarque avant de laisser parler les deux experts. Il y a des obligations quand même réglementaires dans le Code de l'environnement qui vont s'imposer aux établissements médico-sociaux et de l'enfance et des USLD à compter du 1er janvier 2025. Il va falloir faire intervenir des experts accrédités pour ce diagnostic qui comporte le dioxyde de carbone, mais pas que. Voilà, donc ça concerne les ESMS, la petite enfance et les USLD. Après, en complément, peut-être Sarah et Cécile. Oui. Oui, oui, bah, tu fais bien de le souligner, effectivement, Sandrine. Et bon, déjà, c'est réglementaire, hein. Normalement, les établissements de santé sont censés connaître en fait ces paramétrages et avoir à disposition des services techniques pour répondre à ces questionnements. Alors, on sait tous qu'en pratique, on n'a pas forcément ces informations, que les services techniques, des fois, manquent de moyens RH pour pouvoir répondre à cette réglementation. Donc, effectivement, on a bien conscience de cela. Pour autant, la volonté de ces recommandations était quand même de rappeler justement cette réglementation, ce code du travail, y compris auprès des directeurs d'établissements, hein, pour se mettre en conformité par rapport à cette réglementation. En plus de ça, je crois que le Haut Conseil de la santé publique travaille justement aussi à un nouveau texte, hein, pour les établissements de santé. Donc, normalement, il va y avoir aussi d'autres recommandations ancillaires qui vont pouvoir appuyer nos recommandations d'hygiène hospitalière. Après, pour répondre à la problématique pratique pour déployer cette recommandation sur le traitement d'air, déjà, bon, première possibilité, si vraiment on est dans une incapacité d'avoir à disposition des services techniques qui vont permettre de nous mettre à disposition les données sur les caractéristiques de ventilation, un moyen qui peut être assez simple et peu coûteux, c'est de s'équiper d'un capteur de CO2 pour déjà avoir une idée un petit peu de la dégradation ou de la qualité d'un local ou d'un service. Donc ça, on pourra avoir une espèce de petite évaluation un peu rapide. Parce que l'objectif, c'est pas non plus d'être sur la matrice numéro 2 et d'être dans des précautions maximales systématiques ou renforcées systématiques, y compris pour des pathogènes de type 1. Après, l'autre possibilité aussi, c'est peut-être de prioriser ces questions. C'est-à-dire que on va forcément avoir des secteurs qui vont être plus pourvoyeurs de risques, c'est-à-dire par exemple des services de maladies infectieuses ou des secteurs de réanimation, des secteurs où on va faire beaucoup de procédures qui génèrent des risques d'aérosols et où on sait que du coup, bah, forcément, on va concentrer une contamination, enfin la présence de particules respiratoires infectieuses dans l'air. Et peut-être prioriser du coup ces secteurs-là dans le diagnostic de performance des traitements d'air. Une autre possibilité aussi, c'est de réfléchir par rapport à notre propre expérience. Et là, fort de la crise sanitaire Covid, on a tous été confrontés dans nos établissements à des secteurs de soins pour lesquels on a eu des gros
gros clusters de Covid, alors qu'on n'était pas forcément sur des profils de patients à risque ou en respectant les précautions, les précautions air ou gouttelettes de la même manière sur différents secteurs de soins, mais on a vu qu'on était confronté dans certains secteurs à des problèmes de transmission croisée et probablement que dans ces secteurs-là, on a des paramètres de traitement d'air qui sont peut-être moins performants que dans d'autres secteurs de soins. Donc peut-être aussi prioriser sur ces secteurs-là. En fait, voilà, il faut vraiment essayer de réfléchir sur la déclinaison. Et évidemment, nous, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, tout le monde dispose de la cartographie du système de ventilation de son établissement. Évidemment, c'est complètement utopique. Ouais, je ne sais pas si je réponds à la question posée, mais... Oui, merci Sarah. Ensuite, pas mal d'échanges sur les pathologies contagieuses, pneumopathie et chambre seule et le poids que cela va faire porter à nos organisations et voilà, au parcours patient et à l'occupation des lits avec la pression des directeurs d'établissement. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une vraie question et qui, pour moi, revient presque à une question politique, en fait, dans les établissements de santé. C'est vrai que nous, hygiénistes, on aurait tendance à préconiser dans la construction d'un établissement de n'avoir que des chambres individuelles pour limiter les risques de transmission croisée. En pratique, on sait qu'on a tous des établissements où on a entre 30 et 70-80% de chambres doubles. Là, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur une communication auprès des ARS et des directeurs d'établissement pour qu'ils entendent aussi nos préconisations et ces recommandations dans la maîtrise du risque de transmission. Et là, je pense que vraiment, il faut qu'on puisse surfer sur la vague du Covid pour faire entendre aussi un certain nombre de prérequis pour les établissements de santé, principalement, mais aussi pour les établissements médico-sociaux. Et je crois que enfin, voilà, la SF2H, elle est bien dans son rôle là aussi, c'est-à-dire que ces recommandations, elles sont aussi pour tirer vers le haut, c'est quand même un peu la problématique des indicateurs ou autre. Voilà, au moins que la société savante se positionne là-dessus pour donner des éléments et des billes, même si effectivement, après, dans la pratique, c'est pas des choses que l'hygiéniste a en main, mais justement, dans le cadre ça peut donner quand même un peu de poids et de force au moins pour qu'il y ait un minimum d'organisation, des chambres en pression négative. Enfin, voilà, une organisation pour que, au moins pour les patients que l'on sait particulièrement à risque, et surtout si on est sur un établissement qui a plus de chances, qui est de référence, qui risque de les récupérer. Mais même au-delà, voilà, c'est pareil. Je pense que la philosophie, tu l'as bien dit, Sarah, c'est de se préoccuper de la qualité de l'air. Ça ne veut pas dire qu'on ait nécessairement une qualité de l'air idéale partout. Mais au moins qu'on ait pu identifier les endroits où on a des qualités de l'air, notamment sur les maladies infectieuses, la réanimation, les endroits où potentiellement on va prendre en charge ces patients ou des patients fragiles, particulièrement exposés, et de pouvoir faire, voilà, rentrer ce paramètre par rapport à ce qui était simplement avant air, gouttelette, de façon, voilà, un petit peu limitée. Et même si en pratique, c'est vrai que, voilà, il y avait un commentaire sur lequel voilà, on demandait comment un soignant va pouvoir être en capacité de savoir quelle matrice il va organiser, il va utiliser. Non, je pense qu'effectivement, il va falloir avoir quand même une cartographie des endroits les plus à risque et se poser la question à chaque fois que se pose les endroits où les patients les plus à risque se retrouvent hospitalisés, d'être en capacité quand même d'avoir fait ce diagnostic de traitement d'air pour pouvoir se positionner sur le type de protection. Et je pense que c'est vraiment le message à faire passer. Finalement, c'est vrai que cette matrice prise de manière un peu brute comme ça peut faire penser que le soignant, il va systématiquement, dès qu'il va devoir rentrer dans la chambre d'un patient, se dire, oh là là, alors qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre. En fait, l'idée, la philosophie, elle n'est pas du tout là. Elle est d'essayer d'avoir déjà en amont une connaissance d'un secteur de soins, et cette connaissance, après, elle est figée, en fait. Donc d'emblée, on va se dire, on sait qu'on est bon ou pas bon au niveau de la ventilation, et ça, c'est pérenne dans le temps, sauf intervention technique, mais... Par contre, la question que le soignant doit se poser, et c'est là où on doit l'accompagner, c'est finalement mon risque d'exposition. Quel est mon risque d'exposition quand je rentre dans la chambre? Est-ce que je suis vraiment sur un risque majoré d'exposition? Je vais rester longtemps, contact rapproché, mon patient ne porte pas de masque. Alors que c'est vrai qu'avant, c'était un pathogène, un risque. Mais en fait, en pratique, on voit que c'est beaucoup trop simpliste et qu'en fait,
on considère pas complètement et on couvre pas complètement le champ des possibles du risque d'exposition pour le soignant. Et c'est là où vraiment, par contre, il va falloir faire de la pédagogie, je pense, pour accompagner à ce niveau-là. Ok, merci. Après, il y a pas mal de questions sur le délai de mise en application de ces mesures. Est-ce qu'on peut continuer à utiliser précautions air et gouttelettes, notamment dans les échéances de certification et comment l'appropriation par les soignants, parce que voilà, beaucoup Mm. pensent qu'il faut un hygiéniste derrière chaque pathologie infectieuse pour prescrire en fait la matrice et les bonnes mesures. Voilà, c'est un peu en Alors, stratégie. ouais. Ouais. Ouais, alors ça, c'est une vraie question. Alors, je vais juste vous rappeler quand même que des recommandations, c'est pas opposable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'obligation réglementaire d'application de recommandations. Donc ça, c'est déjà un point important. Alors, je dis ça, je prends ma casquette de présidente du conseil scientifique de la SF2H. L'idée, quand même, quand on prend des recommandations, c'est qu'elles soient appliquées, puisqu'on sait, nous, en tant que société savante et d'experts sur un domaine particulier, on sait que ces recommandations, elles vont permettre d'améliorer la qualité et la gestion du risque. Donc voilà, dans l'idéal, ça serait de les mettre en application le plus rapidement possible pour maîtriser de la manière la plus performante un risque. Pour autant, voilà, c'est pas opposable et il n'y a aucune réglementation derrière cela. Donc, euh, donc à chacun de faire comme il peut, en fait, j'ai envie de dire, voilà, de prioriser peut-être la déclinaison de ces recommandations à l'échelle de son établissement en fonction du profil de patients ou de résidents qui sont pris en charge. Mm. Donc Moi, je crois après, que, ouais, juste un petit un complément, la philosophie, c'est quand même voilà, de protéger au mieux. C'est Donc, ça. finalement, voilà, est-ce qu'on veut rester, c'est un peu voilà, la résistance au changement, est-ce qu'on veut rester sur ce qu'on avait parce que c'était simple et que on a réussi à le faire passer, ou est-ce qu'on veut améliorer, continuer à progresser, se servir de l'expérience qu'on a pu avoir sur le Covid? Ces gestes à risque d'aérosolisation, on les a quand même voilà, mis en avant et découverts pendant le Covid, l'importance de la qualité de l'air. Enfin, voilà. Après, on peut effectivement prioriser. Sarah l'a bien dit, et je crois que c'est ça, en fait, hein, la philosophie, c'est se dire où est-ce que, voilà, où sont les plus grands risques, où est-ce que je dois essayer de travailler en priorité, où est-ce que je peux avoir je sais que j'ai des chambres avec des meilleures qualités d'air, est-ce que, voilà, c'est un petit peu plutôt ça la philosophie que de se dire c'est pas opposable et on peut rester et la Ah oui, non, certification, je me ferai sachant pas que épingler, quoi. exactement, et Non. sachant que quand même, je précise que effectivement, c'est pas opposable, mais en cas de problème infectieux majeur, d'ARS qui viendrait voilà, enquêter ou ce genre de choses, ou de plaintes de patients ou de personnel, ça reste quand même un critère important d'évaluation dans le dossier, hein. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en application des recommandations, même si réglementairement, voilà, c'est pas opposable. Mais je pense que c'est important, et effectivement, comme tu le soulignes, Cécile, c'est que cette simplification et gouttelette, malgré tout, elle a fait ses preuves, puisqu'on voit qu'en pratique, fort heureusement, jusqu'à présent, on n'a quand même pas été trop mauvais pour prévenir le risque de transmission. Mais on a une marge importante d'amélioration, et c'est vraiment ça qu'il faut considérer. Après, une histoire de changement de sémantique, en pratique, en pratico-pratique, dans ces nouvelles recommandations, alors on change de sémantique, mais en termes de mesures, vous l'avez, enfin, Cécile l'a bien souligné, et vous l'avez vu, c'est qu'en gros, on reste nos catégories de pathogènes A ou B, globalement, ça correspond plus ou moins à nos précautions gouttelettes et R jusqu'à présent. Mais par contre, on intègre aussi le paramètre de ventilation, de durée d'exposition, enfin de nature de l'exposition, et puis ces fameux PGA, où par contre, là, on sait que dans tous les cas, on expose à un risque. Et d'ailleurs, on est même en train, à la SF2H, de réfléchir, d'intégrer ces PGA dans les précautions standards et de recommander un port systématique de FFP2 pour ces PGA. Sachant que c'est ce qui a été mis en place pendant la crise sanitaire Covid, mais les précautions standards actuellement nous disent port de masque à usage médical pour les procédures à risque d'aérosol. Et là, dans le guide, malheureusement, on a été obligé de reprendre les précautions standards actuelles qui n'ont pas été réactualisées. Parce que ben, voilà, sinon il fallait revoir tout le guide des précautions standards, mais on travaille à un avis complémentaire justement pour upgrader un peu les précautions standards. Et c'est-à-dire que dès lors, enfin,
peu importe le statut infectieux du patient, finalement, dès lors qu'on fait une procédure à risque d'aérosol, il peut toujours y avoir un risque négligé ou de patients infectés. Et donc, pour protéger en précaution standard, l'idée, c'est de porter un masque FFP2 en systématique pour tous les patients. Donc, vous voyez que finalement, le changement, alors c'est un changement de sémantique et ça, c'est majeur parce que pour l'accompagnement en pratique sur le terrain, quand on change de nom, on perd les gens, même si les mesures restent les mêmes. Mais en pratique, en termes de mesures de prévention, ça change très, très peu par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors Je ça dis ça pour rejoint vous motiver à mettre en Alors place. ça rejoint une remarque qui dit que va-t-on prescrire ou mettre dans nos protocoles? Précautions respiratoires avec des niveaux de graduation liés aux pathogènes et aux procédures à risque, hein. Voilà, En fait, c'est ça, ouais. voilà, quelqu'un se pose la question. Mm. Alors tout le monde voilà, n'est pas. Alors après, il y avait des questions qui étaient un peu plus, peut-être un peu moins stratégiques, mais plus de points de détail. Je ne sais pas, Sarah, si tu peux. Alors, des questions sur le port du masque FFP2 pour des patients en dehors de Oui. leur chambre. Mm. Parce qu'on avait bien intégré que ça concernait les immunodéprimés dans le cadre des mesures de l'isolement protecteur, entre guillemets. Donc là, effectivement, aujourd'hui, il y a des indications de port de Mm. FFP2 en dehors de la chambre. Voilà, Oui, c'est ça en fait, hein. On se dit par le que patient, hein. par le patient, dès lors qu'il sera en capacité de le porter correctement et de respecter le port correct, parce que faire porter un masque FFP dans un patient qui ne va pas le tolérer ou le supporter et qui va le porter sous le nez, on fera moins bien qu'un masque à usage médical, en fait, hein. Mais c'est vrai qu'on sait que la protection de la source, et ce qui change un petit peu aussi de notre philosophie jusqu'à présent, c'est que finalement, ce port de masque à la source limite vraiment de manière très, très importante l'émission de particules respiratoires. Donc, dans l'idéal, le masque FFP bien porté, il va filtrer au maximum et il va limiter de manière maximale le risque d'émission de particules respiratoires. Mais un masque à usage médical va aussi limiter de manière moindre, mais va limiter également. Donc pour un patient qui va pas rester statique, déambulant dans un couloir, ce genre de choses, le phénomène de dilution fait que même avec un masque à usage médical, on va limiter le risque d'émission. Mais pour des patients qui seraient plus stagnants, j'ai envie de dire, dans un local, et notamment les locaux mal ventilés, pendant longtemps, là, pour le coup, c'est sûr que si on peut faire porter un masque FFP, c'est vraiment mieux qu'un masque à usage médical. Donc, je pense que ça rejoint aussi quelque part la question sur le bio-nettoyage autour d'un patient tuberculeux dans une pièce qui n'a pas d'aération. Mm. Voilà, donc que ce soit moins de 15 minutes ou plus de 15 minutes, de toute façon, on est en procédure renforcée. Donc, on est Alors forcément un oui, port de FFP2. Enfin, voilà, oui, et c'est vrai que le bio-nettoyage, ouais, le bio-nettoyage, on l'aborde pas du tout dans le guide de recommandation. Mais bon, on a des normes de biocides, de toute façon, en fonction des types de pathogènes, et on sait que les mycobactéries, que ce soit des bacilles tuberculeux ou les autres mycobactéries, elles résistent à certains désinfectants. Et donc là, les recommandations, c'est de faire une désinfection mycobactéricide de l'environnement, en fait, voilà. hein. Et surtout, le port du masque pour le soignant qui vient faire Et l'entretien, c'est du FFP2. Voilà, exactement, donc ouais, ça parce qu'on a change un pas, risque ça. de remise en suspension dans l'air des particules qui se seraient déposées sur les surfaces. Ensuite, il y avait une question, là, c'est peut-être plus pour les patients qui ne pourraient pas, auraient des contre-indications au port du masque dans toutes les situations. En fait, la question, voilà, c'était, est-ce qu'on est d'emblée sur des mesures renforcées ou de toute façon, il y a quand même à appliquer en fonction du pathogène, renforcées, voire mesures Oui, exposition forte, hein, je pense, hein. c'est J'ai pas, exactement ça. voilà. Là, ça va être vraiment la durée et la nature de l'exposition qui vont considérer le risque pour le patient. Pour le personnel qui rentre dans la chambre. Et pareil sur l'extubation, des questions où est-ce qu'on est directement en risque modéré? Non, il y a aussi la notion du pathogène, j'imagine, sur les extubations Oui, qui font que, voilà, aussi sur un c'est un acte à des risque. critères en fait d'évaluation du risque, le type de geste. Les actes de kiné aussi, certains s'inquiètent. Effectivement, je ne les ai pas bien vus, moi, dans les actes décrits à risque. Actes de kiné, alors kiné respiche, si j'imagine, type de masque. En fait, Ça va être dans la la durée, kiné. là, du coup. Ouais. Ouais, il faut que je vous avoue que j'ai plus en tête le détail spécifique de l'analyse de la littérature. Il faut se référer à l'annexe. Mais je crois qu'on a eu une question aussi sur la FAQ à ce sujet. Donc, sachant que les D'accord. questions, voilà, il va y avoir sur le site de la SF2H les FAQ. On attend d'avoir collecté suffisamment de questions, de les regrouper par catégorie pour faire des réponses un peu détaillées à chaque question qu'on mettra en ligne sur le site de la SF2H et qu'on diffusera par newsletter. Ça rejoint également, je pense, la même question sur l'oxygénothérapie à haut débit, 6 litres par minute. Oui.
Voilà, est-ce que c'est un risque qui n'est pas bien connu, mal évalué, voilà, ou est-ce que j'ai une Ouais, il faut que réponse je à la revoie, c'est FFP? pareil. Ouais, Il y avait quelques études et quelques études finalement à ce sujet montraient que le risque était faible en fait. C'est pour ça qu'on l'a pas retenu. d'accord. Donc c'est un risque. Euh, ouais, mais à nouveau, voilà, il Oui, c'est faudra. quand même, ouais. Vous Ouais, l'avez quand même positionné là comme étant à oui, risque nul ouais, ou non démontré. Et ouais. pour ce qui était des procédures de kiné, c'était vraiment l'induction des crachats C'est les avec crachats sérum induits avec les physiologique solutés hypertonique, hein. Voilà. hypertoniques parce qu'en fait, Les l'hypertonicité du aspirations des voies sérum. supérieures, par contre, des voies respiratoires, Ouais. c'était modéré. Voilà. Non, mais c'est vrai que en fait, c'est vraiment c'est la mécanistique, la physiologique pulmonaire, en fait, qui fait que le sérum physiologique hypertonique va vraiment va extraire, en fait, hein, y compris les pathogènes intracellulaires. Et après, quand on va expectorer, en fait, là, vraiment, on va avoir une concentration maximale de particules respiratoires infectieuses. Mhm. Mais par contre, les crachats induits, enfin, pas avec du sérum hypertonique, sont pas à risque. Donc voilà, c'est vraiment Ah, des subtilités. C'est très, très ouais, difficile c'est finalement d'avoir oui. de la littérature spécifique et des vraies évaluations du risque par rapport à ça. D'accord. Ensuite, il y a des questions un peu plus sur la durée, alors qui sont en lien. Alors voilà, est-ce que en fait sur un soignant qui va faire une procédure PGA, donc à haut risque, il est protégé pendant l'examen? Est-ce qu'il doit continuer à se protéger après l'examen? Je pense que c'est surtout des fibroscopies bronchiques chez des patients avec des Mm. pathologies donc contagieuses. Oui. Combien de temps tant qu'il est dans la pièce? Voilà, c'est Mais tant qu'il ce. est dans la pièce. Après, là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment resensibiliser tous les personnels de soins aux bonnes pratiques, en fait, hein. Et c'est vrai que généralement, quand on s'équipe d'un EPI, c'est pour un soin et on va pas s'équiper, se déséquiper dans un enchaînement de soins. Donc, moi, je considère que c'est pendant Oui. toute la durée du soin et pendant toute la durée de présence dans la pièce, puisque en pratique, ben, on sait qu'on va pas faire des allers-retours. Sachant qu'en plus de ça, on fait le geste chez un patient qui a une maladie à risque de transmission respiratoire. Donc, dans tous les cas, on n'est pas censé ne rien porter du tout en termes de protection respiratoire. Donc, on va pas Ça va changer. préconiser le FFP pour faire la fibro. Et puis, ah non, mais c'est bon, la fibro est terminée. Enlevez votre FFP pour mettre un masque à usage Vraiment. médical, en fait. Donc, Et voilà, là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur soins uniques, enfin, enchaînement de soins dans une Prise en prise en charge. charge, ouais, dans une prise Et en du charge coup, unique. voilà, le pendant, parce que c'est une question qui revient aussi, le délai de prise en charge du patient, du second patient, soit dans une chambre d'un tuberculeux Oui. qui va sortir, soit Ouais. ben, au cours d'un acte Oui. à risque fibroscopie chez un patient infecté. Combien de temps, voilà, est-ce que vous étiez positionné sur le temps Alors, on ne s'est pas positionné sur d'épuration le temps voilà, ouais. en enchaînement. C'est hyper compliqué parce que là aussi, ça va être très, très dépendant de la nature de la ventilation, puisque vous l'avez vu, on a mis des tableaux de cinétique de décroissance particulière. Après, en pratique, je pense que le temps de sortie d'un patient, bio-nettoyage complet de la chambre pour que ce soit bien fait, au final, on arrive quand même à des délais qui sont d'au moins une demi-heure. Après, c'est sûr que si on a une ventilation qui est absolument non conforme, là, il pourrait y avoir un risque, y compris au bout d'une demi-heure. Mais comme on n'est pas censé prendre des patients tuberculeux dans des chambres hyper confinées, enfin voilà, ça après, c'est vraiment de la déclinaison pratique, je pense, de terrain dans vos établissements en fonction de la connaissance de vos locaux et des pratiques. On n'est C'est pas des allé dans ce questions, degré de ouais. finesse, en Ouais, fait. peut-être des questions qui peuvent se poser sur aussi des salles de scanner d'IRM, Alors, les sur des salles de découvertes scanner, les salles fortuites. d'examen, etc. Ouais, Ouais, ça, c'est vrai que ouais, c'est des questions qu'on s'est découverte beaucoup. fortuite de tuberculose dans un environnement Ouais, confiné où il y a quand même ouais, un enchaînement de patients ouais. Alors, à idéalement, prendre. je pense que là, il faut vraiment réfléchir en termes de priorisation et peut-être les prendre en fin de journée. Enfin, voilà, Ouais. ça, c'est plus de l'organisation interne de soins, je pense. Mais c'est vrai que là, je pense que nous, hygiénistes, on a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là parce que c'est des questions de terrain qui peuvent se poser et il faut qu'on puisse y répondre pour accompagner les équipes. Ensuite, il y avait des critères sur les critères de levée des mesures. Alors là, c'est Oui. plutôt pathologie pendant 48 heures, mais je pense que c'est très arbitraire, c'est Non, pathologie par alors là, il y a un pathologie. tableau. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on l'a pas présenté, hein, mais dans le guide, il y a aussi un tableau qui reprend pour les différents pathogènes les durées de maintien des précautions, là qui sont vraiment variables en fonction du type de pathogène hein, et du traitement ou non. Là, il y a pas une règle unique.
Là, c'est de la maladie infectieuse. Ça, c'est de la maladie infectieuse, mais on a repris, on l'a repris, on l'a synthétisé. Et pour la tuberculose, en complément, là aussi, le maintien des précautions, vous avez vu qu'il peut être allongé hein, au-delà des 14 jours qui étaient préconisés jusqu'à présent. C'est basé sur de la littérature récente. Et sachez que ces recommandations tuberculose, on les a faites en collaboration avec la SPILF, la Société française enfin oui, la Société française la Société de réanimation, ben, je ne me souviens plus le nom, les réanimateurs langue française, la SRLF. Ouais, SRLF. SRLF, Société de réanimation de langue En française, français. la SFAR, les pneumologues, enfin voilà. Il y a un autre travail en complément qui est toujours en cours sous l'égide de la SPINF, qui va reprendre de manière hyper détaillée toutes les recommandations autour de la tuberculose, du diagnostic jusqu'au traitement, en lien avec les CLAT aussi, et dans lesquels seront intégrées les mesures de prévention du risque de transmission stricto sensu les mesures, les recommandations qui sont dans notre guide SF2H. On a vraiment travaillé ensemble justement pour pas qu'il y ait de cacophonie, de discordance entre les différentes sociétés savantes. Après, il y a certains qui, merci Sarah, certains qui s'inquiètent des autres EPI, parce qu'on est bien bloqué sur le masque. Sur Oui. Blues, autres font-ils partie finalement des précautions standards ou des précautions En respiratoires? fait, on essaie sur les précautions standards, on l'a mis, on a parlé des lunettes de protection. Il y a un petit chapitre à ce sujet, mais après, on est plutôt sur les précautions standards. Pour les BMR, voilà, on rappelle les précautions complémentaires contact, sachant que bon, elles aussi, elles peuvent être amenées à évoluer. Tout ça, c'est précisé. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est précisé dans le guide. Après, il y avait plutôt une remarque sur le logigramme, la tuberculose. Est-il courant de faire une PCR chez quelqu'un qui aurait un examen médical négatif? Un examen Alors, microbiologique, pardon, un oui. ED Alors, négatif, en fait, c'est direct. les recommandations européennes. Hein. De faire les deux maintenant. On doit faire normalement l'examen direct, la mise en culture, même en cas d'examen direct négatif, et la PCR. C'est ce qui est recommandé. En pratique, c'est pas forcément systématiquement fait, mais c'est recommandé, c'est ce qu'il faudrait faire. Ok, merci. Alors, les dernières questions. Ah oui, la prise en charge aux urgences des patients qui arriveraient avec des symptômes similaires qui pourraient suspecter une infection respiratoire. Donc, le masque médical est-il suffisant pour protéger le personnel soignant dans ce cas-là? Alors, ça, c'est une très très bonne question. En pratique, je pense que bah, il faudrait. Enfin, alors là, je prends ma casquette d'hygiéniste de terrain et pas du tout de présidente du conseil scientifique de la SF2H, puisqu'on n'a pas de recommandation nationale à ce sujet. Mais moi, je crois qu'en pratique, on devrait recommander les services portes, en quelque sorte, le port de masque à usage médical en systématique, parce que finalement, on ne sait pas exactement ce qu'ont les patients et on a un risque d'exposition. Et je crois qu'on devrait vraiment aussi surfer là aussi sur la vague Covid pour recommander aux patients et mettre à disposition des masques à usage médical pour tous les patients des urgences qui ont des signes respiratoires en fait et à tous les patients systématiques en période épidémique comme c'est le cas actuellement. Bon, Donc, après par la contre, logistique, ouais, masque médical, hein, pardon, Sarah, les parce que masques à c'était. usage médical, je pense. Ouais. Ouais. Déjà, franchement, si déjà on met ça en place, ça sera un gain par rapport à ce qui est fait actuellement. Donc, il faut changer les comportements. Moins de gants et plus Ouais. de masques, on va dire. Ouais. Ah oui, oui, clairement. Je pense que moins de gants, plus de masques, on ferait un énorme pas, y compris voilà, de manière générale, sans considérer ce risque spécifique. Parfait. Alors après, c'est des questions plus techniques sur quand on dit aérer les locaux, combien Mm. de temps? Alors je sais que sur les mesures universelles, il y a eu un positionnement pris, mais qui était du coup en communautaire, hein, tout à fait, sur les durées plusieurs fois par jour, sur 5 minutes, je ne sais pas. Est-ce que vous avez mis une durée, vous? Non, on a juste repris le. Alors, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais on a Je repris crois ce que qui c'est était 15 mis. minutes toutes les 2 heures, non? Ouais, en fait, c'est le Haut D'accord. Conseil hein, qui s'était Mm. positionné pendant la crise sanitaire sur 15 minutes toutes les 2 heures, même si très honnêtement,
Dans certaines situations, ça sera suffisant, dans d'autres, ça sera insuffisant. C'est lié, alors là, on l'a beaucoup discuté avec les physiciens qui étaient dans le groupe de travail. En fait, en fonction de la température, du vent à l'extérieur ou pas, du delta de température entre l'intérieur et l'extérieur, des fois, aérer 5 minutes toutes les 5 heures, ça va être suffisant pour renouveler complètement. Et puis, des fois, vous allez pouvoir aérer pendant 1 heure en continu et l'air va quand même stagner. Donc là, malheureusement, pour le coup, on n'a pas vraiment de science pour recommander ça. Et donc, faute de science, on a repris les recommandations du Haut Conseil voilà, qui sont pas non plus fondées sur la science, de 15 minutes toutes les 2 heures. Et alors, les dernières questions, c'est toujours autour de FFP2, hein. On ne va pas résoudre le problème aujourd'hui. Alors, on a toujours appris que le FFP2 protégeait la personne qui le porte. Mm. Mais en fait, Et il en fait, fonctionne non. dans les deux sens. Voilà. Exactement. Le média Ouais. filtrant, en fait, il fonctionne dans les deux sens. Et finalement, bah, voilà, l'individu source qui porte un FFP2, finalement, bah, il va vraiment limiter au maximum le Je crois risque. que la problématique, elle vient de l'appellation, en fait, hein. Appareil de Ouais, Appareil de protection protection respiratoire, par respiratoire. c'est définition, ça. ça nous a, voilà, on Mm. a toujours présenté ça comme étant et la nécessité de le porter que pour le soignant et pas pour le patient, etc. Et Et parce là, qu'en maintenant, pratique, on oui, revient en fait vraiment là-dessus par rapport à la capacité filtrante qui marche dans les deux sens, puisque comme tu le dis, c'est un exactement. média filtrant et du coup, ben, il protège mieux. Et il protège aussi ceux de l'extérieur quand c'est le patient qui est. C'est vrai que c'est un peu nouveau Mm. et que ça demande un accompagnement après qui se. Voilà. Mais Oui, je pense que c'est vraiment l'appellation, hein, appareil de c'est protection respiratoire. l'appellation, ouais. Et Ah, en ah, fait, c'est lié au fait que ça a été développé c'est sous l'égide du Code du travail, en fait, hein. Mm. Y compris dans le bâtiment, ou des personnes qui sont exposées à des poussières fines. Et ces APR ont été développés vraiment pour limiter ce risque d'exposition. Et sont évalués, les critères d'évaluation sont liés à ce risque d'exposition, d'inhalation de particules fines. Mais en pratique, les tests expérimentaux dans les deux sens montrent qu'en fait, l'efficacité, elle est réciproque, que ce soit pour l'inhalation ou pour l'émission. donc, juste, il y a des gens qui doivent nous quitter. Ils demandent s'il y aura une rediffusion. Bon, je pense qu'il y aura Oui, l'enregistrement, Cécile, hein, oui, déjà. l'enregistrement est en cours, hein, et effectivement, ce sera en ligne D'accord. Donc, sur la chaîne YouTube du CEPIAS et sur vous pouvez partir notre tranquille. site, il y aura le lien, pas de problème. Vous n'aurez rien loupé. Ok. D'ailleurs, je suis désolée, mais moi, je vais devoir vous quitter aussi. D'accord. Oui, J'ai une autre réunion importante que Bon. je peux Alors, pas louper. Je suis je- vraiment, vraiment désolée. pas, pas de problème. Un grand, grand merci, Merci, Sarah. Sarah. Vraiment, Merci à c'était vous, merci à euh, tous. très, très important pour nous de t'avoir. Et c'est vrai que voilà, on a pu bénéficier de tout ton savoir et de cet accompagnement. C'était important. Merci beaucoup. Avec plaisir et à Merci, bientôt. Sarah. Au revoir. Très bien. Donc, je ne sais Peut-être pas, Sandrine, si on pour avait ceux qui encore des questions. resteraient, alors en fait, juste peut-être, je ne sais pas si tu l'avais évoqué en début de réunion, Cécile, en fait, il y a les CEPIAS on va travailler au niveau national entre Je n'ai pas CEPIAS parlé. pour vous proposer des outils comme d'appropriation de ces mesures. Donc, il y a un groupe de travail sur les masques piloté par la mission Matisse. Cécile, après, il y en a un sur la déclinaison en établissements médico-sociaux de ces mesures, plus Oui. spécifiquement, et peut-être à venir sur la ville, ça encore, ça reste un peu en Et il y a un autre interrogation. groupe aussi sur l'accompagnement du carnet La sanitaire et qualité. peut-être enfin, voilà, Voilà. l'organisation entre les services techniques et les équipes Oui, opérationnelles d'hygiène. Enfin voilà, essayer d'œuvrer aussi pour pouvoir, pourquoi pas avoir aussi des présentations de ces recommandations dirigées vers les services techniques et les ingénieurs. Voilà, enfin, il y a des choses qui Ah, sont en cours de lancement. Voilà. oui. Après, il y avait des remarques sur la qualité de l'air, notamment sur les établissements médico-sociaux et de l'enfance. On essaie d'organiser dès que possible avec l'ingénieur ARS un webinaire spécial sur la qualité de l'air intérieur. Hein, donc, pour ceux qui avaient mis la question dans le chat, voilà, puisque les textes sont sortis, mais ils n'ont pas encore, eux, la grille en fait de contrôle de la mise en œuvre de ce carnet sanitaire, de cette évaluation de la qualité de l'air intérieur. Donc on a dès que possible en fait on a prévu de vous proposer ça. Voilà. Après c'était
Effectivement, je pense que il faut vraiment mettre en cohérence les précautions standards, parce que du coup, ça nous fait quand même un delta sur les gestes aérosolisation. Mais là, c'est ce que a dit Sarah sur les actions prévues pour la SF2H. Après, il y avait sur les autres pays, donc il y a quelqu'un qui dit plus de surblouse pour les Covid. Non, surblouse dans le cadre des risques de projection et d'aérosol. Voilà, c'est les C'est précautions, ça. enfin les précautions standards pour les surblouses. C'est pas plus de surblouse. C'est Tout à fait. oui, dans les Tous les indications où gestes à la risque, surblouse oui. est nécessaire. Je pense que je crois que j'ai balayé toutes les questions. Ah oui, pour les Juste, juste pour plateaux les repas, précautions standards, là, je voulais juste compléter Pardon. parce que l'OMS a ressorti, justement, à retravailler ces précautions standards et a étendu leur champ et ils ont fait rentrer justement les gestes à risque d'aérosolisation comme étant nécessitant le port systématique de masques à FFP2, quel que soit. Donc je pense que enfin, la note qui est en cours de préparation devrait aller dans le même sens et du coup ça simplifierait en fait tous les gestes à risque d'aérosolisation élevé nécessiteront le port de masque FFP2. Ensuite, il y avait donc les plateaux repas qui revient. Alors ça, c'était déjà non pour la Covid, non nécessaire. Plateau repas jetable. Oui, Donc là, j'imagine, non, effectivement, oui. voilà, ça, c'est pas abordé parce que ça n'a pas d'indication dans les précautions respiratoires. Après, il y aura peut-être, c'est vrai que ça n'a pas été abordé, on a eu quelques remarques sur les différents modèles de masques possibles. Et le fait qu'aujourd'hui, le groupement d'achat en région est en train, de refaire son appel d'offres et n'avait pas mis ça parce qu'effectivement, les mesures n'étaient pas sorties. Donc, il y aura peut-être des ajustements à faire à ce niveau-là. Mais peut-être que, enfin, je pense qu'au niveau de la mission Matisse, on aura des éléments à vous communiquer sur ce point précis. Voilà. Et après, c'est toujours des questions qui portent sur le temps d'attente. Est-ce qu'on doit geler une chambre quand il n'y a pas de fenêtre? Je ne sais pas si un dossier qui est positif, grippe est transféré en service, combien de temps? Là, ça va dépendre aussi du respect déjà du port du masque par le patient. Est-ce qu'il a porté ou pas un masque, du traitement d'air, du renouvellement d'air que vous avez dans le box des urgences. Et donc, après, ça peut être validé, ça peut être le temps de nettoyage avec l'ingénieur de votre établissement. Hein. Mm. Voilà, est-ce que le temps du nettoyage, voilà, 3 renouvellements d'air, voilà, il faut vraiment au cas par cas, mais je pense que c'est des choses que vous aviez forcément fait pour la Covid déjà, hein, parce que c'était des choses qui étaient demandées Et je pense avant. aussi que, enfin voilà, du coup, bon, après, il y a de façon pratique, qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu'est-ce qui a été fait et combien de temps on peut attendre ou on ne peut pas attendre, etc. Mais il y a peut-être une réflexion en amont aussi à se dire, l'organisation des urgences, est-ce qu'on ne peut pas avoir un box où on va orienter déjà les patients à risque, qui est justement avec une meilleure ventilation, qui va permettre d'aérer plus facilement, de moins exposer d'autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Enfin, toujours pareil, hein, les recommandations, c'est une philosophie, et puis après, on voit, enfin, l'application doit tenir compte des contraintes, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est ça la philosophie, c'est de se dire qu'il faut qu'on réorganise aussi les services, les services à risque, les urgences en font partie, avec quand même un mélange de patients et fragiles potentiellement et infectés potentiellement. Voilà. Après, il y a une réflexion en région hein, qui va reprendre justement sur le plan Orsan et la prise en charge des épidémies avec toutes parce que les locaux des urgences, les nouveaux locaux, enfin, réglementairement, doivent disposer d'une chambre en dépression ou en surpression en fonction du cas. Donc, voilà, il y aura sûrement des déclinaisons régionales aussi au niveau des services d'accueil des urgences, puisqu'il faut monter le niveau pour se préparer à d'autres épidémies qui arrivent. Là, on est embolisé par la grippe en ce moment, mais pas que. Hein. Donc, à un moment donné, donc je sais, je pense que j'ai fait le tour des questions. Peut-être vous pouvez parler il manque si on Ils ne n'a peuvent pas pas parler répondu. s'ils Ah, ils ne n'ont peuvent pas pas. parler, mince. Non, il faut leur donner le micro, Ils sinon, ne peuvent s'ils veulent le pas me micro pour. parler. Il y a une question sur Ah, est-ce qu'il y merci, aurait une Evelyne. déclinaison pour les HAD? Donc là, c'est une question un peu particulière. Alors pour le domicile, on a, enfin moi j'ai évoqué la possibilité de créer un groupe national pour justement accompagner les conseils et les soins au domicile, hein, sachant qu'on l'a déjà un peu évoqué.
on peut considérer que soit on peut ouvrir la fenêtre, soit on peut pas ouvrir la fenêtre, soit on a un soin de moins de 15 minutes, soit on a un soin de plus de 15 minutes, et on choisit son type de masque en fonction. Je crois que là, enfin voilà, ça ira pas beaucoup plus loin puisqu'on n'a pas les capacités d'améliorer le traitement d'air à domicile, etc., etc. Par contre, donner des conseils, des accompagnements aussi par rapport à l'exposition de la famille, par rapport aux visiteurs, enfin, tout ça va pouvoir et devrait pouvoir s'accompagner avec peut-être des flyers, enfin voilà, des aides pratiques à la mise en place, hein, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas, voilà. Je pense que ce sera vraiment la durée du soin qui va faire choisir le type de masque, le type de pathogène, bien sûr, et puis la possibilité d'ouvrir ou pas la fenêtre en fonction de la saison, parce que quand même, l'hiver, ça peut être plus compliqué. Et Ouais, ensuite, il y a une dernière question d'une personne qui demande est-ce qu'il y a dans la région déjà ou ailleurs des établissements qui ont mis en place ces recommandations? Donc là, moi, je ne connais pas, mais bon, peut-être. Il y a des Alors là, il faudrait que des gens nous. Bon, s'ils sont après, je là. pense que enfin, peut-être que quelqu'un peut nous demander la parole, mais je crois qu'il ne faut pas non plus. Enfin, vous voyez, elles viennent de sortir ces recommandations au mois d'octobre. On est tout début janvier. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se soient attelées juste avant les vacances à cette. Il faut déjà, la première des choses, c'est d'avoir un peu le diagnostic de son établissement, au moins sur les services les plus à risque. Enfin, voilà, c'est une direction qui ne va pas, à mon avis, être prise tout de suite et qui va être je reste aux anciennes ou j'applique les nouvelles. Voilà, c'est plutôt Et une de toute prise en manière, je compte. pense que, et de toute manière, je pense qu'on ne pourra pas faire un copier-coller d'un établissement à un autre, puisqu'on ne pourra pas faire. Donc, Après, ce qui avait été proposé quand même par d'autres régions qui ont fait la présentation, c'est qu'au moins pour la rentrée de septembre, l'enseignement, pour ceux qui font de l'enseignement aux écoles IFSI, IFAS, se fasse déjà en s'appropriant les nouvelles recommandations, au moins sur la partie apprentissage en fait. Voilà, qu'on arrête d'enseigner air et gouttelettes. Voilà, après, déjà pour les étudiants. Oui. Simple, renforcé, maximal en fonction des agents pathogènes et La rentrée de des niveaux septembre. d'exposition. Et après, effectivement, au sein de chaque établissement, comme l'a dit Sarah, hein, les protocoles vont devoir être adaptés. Ce n'est pas le soignant qui va choisir sa matrice. Hein. C'est quand même un diagnostic qui doit être fait pour dire, ben, voilà, vous avez la matrice 1 ou vous avez la matrice 2. Du coup, les protocoles sont définis en fonction de la durée du geste, du type de pathogène. On sait qu'elle, voilà, assez, voilà, c'est assez proche de ce qui était soit gouttelette, soit air, sauf que effectivement, c'est juste pas la même grille en fonction de. Mais bon, on peut pas demander à un soignant de savoir lui évaluer euh, la qualité de l'air de son établissement. Par contre, quel soin il va faire et est-ce il fait des gestes d'aérosolisation importantes ou est-ce que c'est un soin qui est de longue durée, ça, c'est lui quand même qui peut l'évaluer. Et là, du coup, ça générera le masque que lui doit porter pendant le soin. Bon, je crois qu'il faut, enfin voilà, il faut réussir à se l'approprier. Il faut déjà être soi-même bien au clair, avoir fait, commencer à faire le diagnostic de son établissement avant de changer ses procédures. Sinon, on voilà, sera en incapacité, on ne peut pas demander aux soignants de faire ce qu'on a une incapacité de faire. Par contre, se préoccuper, rencontrer ce service technique, investir dans des capteurs de CO2, que ce soit par le service technique ou voilà, être en capacité de pouvoir évaluer l'ouverture des fenêtres des chambres, le taux de renouvellement horaire, enfin voilà, pas de renouvellement horaire, mais voilà, de prise de CO2 pour voir en combien de temps on est au-dessus de 1200, etc. Ça permettra, je te de valider quand tu disais de 15 minutes, 2 heures. Ben oui, ça dépend. Alors, si en plus ça dépend si c'est l'été ou l'hiver, ça va encore plus complexifier les choses, ce que je comprends assez bien parce qu'effectivement, il y a une circulation d'air qui va être différente entre le chaud et le froid, mais là, ça va être plus compliqué. Alors, moi, je ne vois pas d'autres questions. Evelyne, tu as. Non, Je pense qu'on non, a pas d'autre. Eh Non, ben, t'en très as bien. pas. Mais écoutez, merci beaucoup. On est à peu près dans les temps, hein, un petit quart d'heure toulousain ou montpelliérain en plus, occitan, voilà, pardon, on va dire, comme ça, tout le monde est d'accord. Merci à tous, j'espère que ça vous aura rendu les recommandations plus lisibles et puis bon, voilà, on reste à disposition et on vous accompagnera encore par des supports, voilà, qu'on espère travailler au niveau national
Et on vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Je n'ai pas commencé par ça alors que j'aurais dû quand même. Merci à tous Merci, au revoir. et au revoir.